La semaine dernière, des nominations signées par le président kényan ont fait débat à Kinshasa. On retrouve dans ce document Madame Judy Kiaria Nkumiri comme consul général pour la ville de Goma en République démocratique du Congo. Pour une grande partie de l'opinion congolaise, ce geste est considéré comme une provocation et ce n'est pas la première du genre. Pour en parler, nous recevons dans ce numéro de l'invité de la rédaction, Junior Koudoura, dans sa casquette de politique mais aussi de juriste pour une analyse froide de la question. Bonjour et bienvenue, Junior Koudoura. Bonjour Christopher et merci de nous recevoir dans votre émission L'Invité et sur votre chaîne Télé 50. Alors vous avez entendu l'introduction de l'émission. À votre niveau, est-ce que vous comprenez un tout petit peu la frustration de l'opinion avant toutes les autres réactions, notamment des deux gouvernements? Bien sûr, je comprends parce que ça démontre à suffisance que les Congolais d'abord suivent l'actualité de leur pays. C'est une bonne chose en termes patriotiques, en termes d'unité nationale, mais aussi parce que les Congolais ont démontré, avec toutes les réactions qui se sont suivies, de l'intérêt qu'ils portent à l'unité nationale, à leurs provinces différentes, à l'est du pays, et donc au Congo de manière générale. Donc effectivement, je comprends que ces nominations fassent réagir à tous les niveaux, politiques et civils et citoyens, et donc évidemment, ça nécessite une réaction de notre part, nous politiques, d'où l'intérêt de cette intervention politique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de réaction du gouvernement? D'abord du gouvernement congolais face à ce pays, membre de l'EAC, comme on le dit, qui n'est pas du tout à sa première provocation. Eh bien, le gouvernement congolais a publié dans les très peu de temps qui ont suivi un communiqué à travers le ministère des Affaires étrangères qui a rappelé des principes fondamentaux en relation diplomatique, mais surtout consulaire précisément, notamment la nécessité en matière de nomination de hauts représentants, d'ambassadeurs et de consuls, de la nécessité du consentement mutuel. Il faut savoir que les relations consulaires sont régies par la Convention de Vienne de 1963, qui est la Bible en fait des relations consulaires entre États, et que le sacro-saint, le fondement profond des relations consulaires, c'est le consentement. Le communiqué des Affaires étrangères était clair. La nomination appartient au Kenya de manière unilatérale, mais cette nomination nécessite, pour qu'elle entre en vigueur, le consentement de l'État dans lequel vous envoyez votre consul, à savoir la RDC. Et ce consentement se manifeste par l'exéquatur, en droit international, qui est donc l'autorisation que donne, à travers le ministère des Affaires étrangères, le Congo, à la nomination de cette personne de pouvoir exercer et prendre fonction en RDC. Et que tant qu'il n'y a pas eu cette autorisation, cette exéquatur, la personne nommée, quelle que soit la zone de nomination et d'affectation, ne peut pas prendre fonction. Et que dans le cas d'espèce aujourd'hui, la RDC, compte tenu, vous l'avez dit, du contexte congolais, compte tenu de la position congolaise, ne peut pas prendre position à Goma, puisqu'effectivement cette zone est sujette à une rébellion qui tente de faire de ce pays une scission, de diviser le pays, de contrôler une zone de manière illégale et légitime, et donc nécessairement la RDC s'inscrit en faux contre cette démarche-là et refusera toute tentative de nomination, que ce soit d'un consul, d'un ambassadeur, dans des zones occupées illégalement à l'est de notre pays. Mais quand on voit finalement le débouché de la question, on se rend compte qu'il s'agit d'une simple question logistique. Est-ce que vous y croyez? Parce que vous donnez un tout petit peu raison au Kenya par rapport à la démarche. Le Kenya propose, c'est à Kinshasa ensuite de valider ou non. Donc non, il n'y a pas eu provocation. Ce n'est pas une question logistique, c'est une question d'abord politique. Parce que toute action politique a un fondement, un raisonnement qui est derrière cela, et une question juridique. Pourquoi politique? Parce que je l'ai dit, nous sommes dans un pays qui est confronté à une guerre. Jusqu'à preuve du contraire, le Congo est un et indivisible. Jusqu'à preuve du contraire, l'administration politique et diplomatique congolaise, elle est une et un et indivisible. Aujourd'hui, que le Kenya, qui est un pays qui est à la fois impliqué dans le processus de Nairobi, n'est pas mort jusqu'à présent, qui est un pays de la sous-région et qui connaît le fait que la RDC soit en conflit ouvert et déclaré et internationalement reconnu entre la RDC et le M23. Par ailleurs, je souligne que la zone
Goma, entre autres, parmi d'autres zones de l'Est, sont internationalement reconnues comme des zones en prise à la guerre et illégalement occupées. Politiquement, en termes de lecture politique, il est normal que le gouvernement congolais considère qu'il ne peut en aucun cas être nommé une mission diplomatique dans ces zones qui appartiennent toujours au pouvoir central congolais, puisque le Congo est indivisible. Et donc, le Kenya, qui connaît la question, parce que c'est un pays de la sous-région, parce qu'il y a le processus de Nairobi qui implique le Kenya, dont le président kenyan est d'ailleurs le président actuellement, ne peut faire l'objet d'aucun doute dans l'interprétation que nous, Congolais, avons, que le Kenya sait très bien qu'en faisant cela provoquerait le refus des autorités congolaises. Et juridiquement, c'est une question juridique. Pourquoi? Parce que, bien que la décision de nomination incombe au Kenya de manière unilatérale, cette décision, parce que la Convention de Vienne qui régit les relations consulaires pose les relations consulaires sur le principe du consentement mutuel, articles 2 et 4 de la Convention, on ne peut nommer dans un État tiers une mission diplomatique, un consul, qu'avec le consentement du pays dans lequel vous envoyez votre mission. Et qu'aujourd'hui, compte tenu des circonstances politiques et militaires qu'il y a à Goma, il est normal que ce consentement-là soit refusé par la RDC. Et donc, je m'inscris dans la droite ligne du communiqué qui a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères et dans la droite ligne de la communication qui a été faite par le porte-parole du gouvernement pour dire qu'effectivement, en aucun cas, il n'y aura à Goma, sous aucun prétexte, la nomination d'un consul dans cette zone-là. Par ailleurs, je souligne que non seulement, et là je vais démontrer la contradiction du Kenya, ils ont nommé un consul général à Goma et un chef de mission, un vice-chef de mission diplomatique à Kinshasa. Mais comment voulez-vous nommer à Kinshasa un chef de mission diplomatique qui va présenter ses lettres de créance à Kinshasa, quand au même moment, vous pensez nommer à Goma un chef consulaire qui va présenter ses lettres de provision à quelle autorité à Goma, puisque Goma est reconnu de par le monde comme étant un territoire congolais et que le Congo est reconnu de par le monde comme étant toujours, à ce jour, indivisible et indivisé. Donc il y a une contradiction et donc moi je m'inscris en faux contre la démarche kenyane parce que les arguments politiques et juridiques que je viens de développer démontrent à suffisance qu'en aucun cas on ne peut accepter cette proposition de nomination. Ce sont des arguments assez graves quand même. On connaît la position de Kinshasa très sévère, très dure envers le Rwanda, Kigali, oui, avant même que ça ne dégénère jusqu'à ce point. Oui. On se souvient qu'il y a un des ambassadeurs, Vincent Karega, qui avait carrément été mis à la porte. Mais on a l'impression qu'avec le Kenya, on porte encore les gants. Souvenez-vous que c'est au Kenya, à Nairobi, que Corneille Nangaa avait réuni la presse pour annoncer son ralliement au M23 un bon matin par surprise. Mais on a continué à se voir comme si de rien n'était. Je pense que le Kenya s'inscrit et démontre aujourd'hui à suffisance qu'elle a une démarche qui est à la fois un double jeu. Le Kenya comprend que nous sommes dans des discussions RDC, Rwanda aux États-Unis, gouvernement congolais M23 à Doha, et que peut-être que le Kenya espère que les cartes seront rebattues. Et que, d'une manière, en tant que président de l'EAC, elle se dit que si jamais le Congo maintient sa position et gagne ce conflit diplomatique et militaire, et donc maintient son unité nationale, il faut ménager le Congo. Mais que si jamais, de par un miracle malheureux pour le Congo et heureux pour les rebelles, ils obtiendraient quelque chose de ces négociations à Doha, notamment en termes de territorialité à l'est du pays, le Kenya espère se positionner comme étant l'un des premiers pays qui aurait soutenu ou reconnu de manière indirecte l'action du M23 à l'est du pays. Ma lecture à moi, c'est que à travers cette nomination qui en réalité n'aura aucun effet, puisque le Congo, l'article 12 de la Convention stipule que le consul ne peut prendre fonction qu'après avoir obtenu au préalable l'exéquatur, ce que nous ne ferons jamais, donc l'autorisation nous ne la donnerons jamais à ce consul-là. Ma lecture à moi, c'est que le Kenya espère, à travers cette démarche, légitimer quelque part le combat du M23 à l'est du pays. Elle appuie et est complice quelque part de cette volonté du M23 de partager, de faire de ce pays une scission pour récupérer une part du pays. Elle appuie la théorie selon laquelle le M23 serait un mouvement
pas seulement militaire, mais qui aurait une légitimité quelconque à développer des relations économiques, diplomatiques, et et à travers cette décision-là, de nommer un consul, elle tenterait peut-être de rendre, d'un point de vue diplomatique, fréquentable le M23, et en espérant que d'autres pays de la sous-région, et puis ensuite du monde, emboîtent le pas. Mais cela n'arrivera pas, parce qu'effectivement, le pays reste ferme sur cette décision. Il n'y aura pas d'abord de scission du pays, et puis il n'y aura pas d'exéquatur et donc d'admission d'un consul dans une zone qui appartient entièrement au Congo. Je rappelle un autre fait pour essayer un peu de situer ce conflit finalement, oui. Si on peut appeler ça une sorte de guerre froide quand même, avec ce partenaire de l'UEAC, le Kenya. Félix Tshisekedi, le 30 juin, lors de son adresse à la nation, il a préféré féliciter Uhuru Kenyatta et pas le président en exercice, William Ruto, qui pourtant sont tous deux étaient engagés à un moment pour ce processus de Nairobi. Mais les faits lui donnent raison. Aujourd'hui, une tentative de nomination, bien que le Congo la rejette, mais dans l'intentionnalité du Kenya, ça démontre un double jeu qu'on ne peut accepter. Aujourd'hui, le Kenya sait très bien qu'effectivement, pour qu'un consul prenne fonction, il faille que le Congo l'accepte. Et le Kenya sait très bien que la RDC ne l'acceptera jamais. Mais dans le message qui est envoyé au M23, c'est pour dire au M23 qu'effectivement, nous sommes dans un processus ici international. Nous ne savons pas de quel côté va pencher la balance. Donc nous, en tant que pays qui est mêlé dans les négociations, nous nous positionnons ni pour l'un ni pour l'autre. Mais en même temps, nous vous lançons un signal qu'au cas où vous seriez d'une manière ou d'une autre mesure gagnant dans ce conflit, le Kenya peut lancer un signal au M23 qu'effectivement nous avons été parmi les premiers à vous soutenir. Et donc nous au Congo, nous comprenons ce jeu-là, le chef de l'État l'a compris, le gouvernement l'a compris, et donc effectivement le chef de l'État a eu raison de se méfier de ces pays de la sous-région qui jouent un double jeu. Alors on est en train de parler du Kenya peut-être ouvertement, mais il y a un autre allié, un autre voisin, à savoir l'Ouganda, qui aussi, ces derniers mois, a multiplié des gaffes. On ne va pas rentrer jusqu'en 2022 pour parler de Bunagana, où les rebelles étaient entrés quasiment la porte ouverte. On a les multiples tweets du chef d'état-major, fils du président Museveni. On a leurs troupes ici, sur notre sol, en République démocratique du Congo, mais avec des intentions toujours un peu maladroites comme ça. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi des intentions qu'il faudrait clairement réprimer, déjà maintenant? Bon, d'abord, à mon avis, ce qui se passe en Ouganda en termes de communication, je pense qu'on ne dirige pas un pays, ni des relations internationales sur base de tweets, de menaces successives. Je pense que certains pays comme l'Ouganda, et comme le Kenya, Donald Trump le fait aux États-Unis. Un tweet de Donald Trump, il faut quasiment... Donald Trump, il fait un tweet et puis il agit. Il annonce et il agit. Là, nous avons des tweets qui se succèdent, des déclarations qui sont entre elles-mêmes contradictoires. Le matin, c'est blanc, le soir, c'est noir. Nous ne prêtons pas attention à cela. Nous sommes dans le concret. Je pense que chaque pays de la sous-région a sa façon. Aujourd'hui, c'était le Kenya qui a voulu, à travers cette tentative de consul, montrer qu'elle pèse dans le jeu politique international. L'Ouganda, à travers cette déclaration, veut simplement montrer que c'est un acteur majeur dans le conflit et que dans la prise en compte des acteurs et des accords qui seront signés, l'Ouganda espère simplement avoir un rôle à jouer ou un mot à dire. Et chacun des pays de la sous-région espère peser à sa façon avec les stratégies qui sont les siennes. Mais aujourd'hui, nous, au Congo, la décision du gouvernement de rappeler l'exéquatur, la décision donc de rappeler que le fait qu'on ne doive pas, que la nomination d'un consul est subordonnée à la décision et à l'aval du Congo, est une bonne décision qui a été prise par le gouvernement. La décision du gouvernement congolais de ne pas se soumettre à une décision telle qu'elle est une bonne décision du gouvernement aussi. Je rappelle d'ailleurs que cette décision de ne pas accepter un consul, elle a un ancrage. Si vous constatez, dans les zones du sud et du nord Kivu, les activités bancaires, notamment, ont été suspendues. Elles ont été suspendues pourquoi? Parce que ce sont des zones à conflit, des zones donc où il y a du terrorisme, puisque des mouvements rebelles qui opèrent de manière illégale sont donc dans des activités terroristes, et qu'on ne peut pas, dans des zones terroristes où nous sommes en train de lutter pour l'éradication de ces rebelles et terroristes, pour le rétablissement d'un ordre civil total, on ne peut pas laisser un circuit bancaire ouvert pour la simple et bonne raison première que ces circuits ouverts financeraient de manière volontaire ou involontaire le terrorisme. Et que nous avons au Congo l'une des deux premières banques qui exercent au Congo,
qui est kenyane, et que l'une de ces deux premières banques qui existe au Congo, kenyane, a des enjeux majeurs ici, à Kinshasa, dans le pays de manière générale. Et que le Kenya, qui a donc une banque congolaise qui opère en RDC, et qui sait qu'en même temps, la zone est du pays est en matière bancaire suspendue d'activité, ne fait pas ce genre de choses, de nommer un consul sans avoir réfléchi à ces questions-là. Ça veut dire que les intérêts économiques sont même supérieurs même aux intérêts présents qu'a le Kenya avec le secteur bancaire, notamment Equity Bank Congo, et que donc nous, Congolais, devons tirer une attention particulière pour dire qu'effectivement, si déjà, premièrement, nous refusons que dans ces zones-là, des activités bancaires s'exercent, a fortiori, nous refuserons que des missions diplomatiques s'y installent. Et que donc, deuxième chose, si le Kenya, qui a une banque qui opère dans notre pays de manière générale, et qu'en même temps, elle propose une mission diplomatique dans une zone de guerre, ça veut dire que le gouvernement congolais, je le recommande, doit tirer une attention particulière sur les activités bancaires qu'opèrent les banques congolaises à Kinshasa, notamment les banques kenyanes, dans le pays de manière générale, pour tirer une attention particulière sur le financement du terrorisme et s'assurer que de manière indirecte, non seulement sur le plan diplomatique que le Kenya nomme des consuls, mais aussi que sur le plan économique, qu'il n'y ait pas de financement d'activités terroristes et de soutien au M23. Ça, c'est très bien. Belle analyse, Fred, comme on avait prévenu d'ailleurs depuis le début. Mais seulement au niveau interne, j'aimerais aussi qu'on puisse dire un mot sur ces négociations au niveau de Doha. Pour le moment, Washington semble avoir fait sa part. Les Congolais sont à Doha en ce moment, mais ça ne semble pas avancer. Les M23 affirment avoir fait déjà preuve assez de bonne volonté en libérant des territoires qu'ils occupaient, en libérant quelques prisonniers, mais que ce n'est pas le cas pour Kinshasa qui continue à camper sur ses positions. Bon, la bonne volonté, d'abord, ce sera la signature. Pour moi, j'estime que la bonne volonté, ce sera la signature de l'accord final et le respect de cet accord-là. Deuxième chose, j'estime que la libération des territoires occupés, moi, jusqu'à preuve du contraire, Goma et Bukavu sont toujours occupés. Donc, je n'ai pas vu là où... On parle de Walikale, par exemple. Oui, il y avait déjà des militaires, RDF et M23. D'abord, je n'ai pas vu Goma, Bukavu, des villes principales où il y a eu des retraits du M23, je n'ai pas encore vu. Deuxième chose, quand bien même, on ne peut pas passer comme ça de la main le fait qu'il y a des rapports des Nations Unies qui estiment de manière indépendante que quand bien même le cessez-le-feu a été respecté, il y a toujours des exactions qui sont commises par ces mouvements rebelles-là dans ces zones occupées. Donc la bonne foi du M23, elle est relative. Pour eux, c'est la bonne foi. Pour nous, ce n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas dans la bonne foi. Nous estimons qu'il y a des préalables qui doivent être respectés et que le processus de Doha, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas mort et qu'il faut donc laisser ce processus aller jusqu'à son terme. Et ensuite, la bonne foi ne sera pas non dans les mesures préalables, mais dans l'application des décisions finales qui seront prises et qui seront contractuellement signées entre la RDC et le gouvernement et qui seront publiées sous l'égide internationale. Mais il y a le temps, Junior Koudoura. C'est que les deux parties ne possèdent peut-être pas, c'est le temps. Félix Tshisekedi a passé quasiment tout son deuxième mandat à ne parler que de cette question, on va dire la vérité, depuis 2024 jusqu'à ce jour. Est-ce que cela n'aura pas des conséquences sur la fin de son mandat, à savoir en 2028 ? La question rwandaise est une question d'intégrité territoriale, une question de souveraineté de notre pays, une question d'indépendance, une question d'identité de notre pays, de nos générations, vous et moi, mais des générations passées et à venir. Elle prendra le temps qu'il faut. C'est une question prioritaire. C'est une question qui a été, dans le passé, extrêmement négligée. Vous parlez d'un mandat de Félix Tshisekedi. Moi, je vous parle de plusieurs mandats dans le passé qui ont négligé cette question-là. Et cette question a été négligée sur différents mandats passés. Aujourd'hui, y consacrer le temps nécessaire pour avoir un bon accord, je trouve que c'est un bon deal pour une paix durable en RDC. Merci beaucoup, Junior Koudoura, pour ces précisions. Je rappelle, vous êtes intervenu dans cette émission dans votre qualité d'analyste politique, mais aussi juriste. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue et à votre fidélité à ce programme invité de la rédaction. Restez fidèles à Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.